Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Maître Jacques Migan. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau, un moment où l'actualité est franchement intéressante. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Divan, Maître Migan, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Bonjour aux amis internautes. Alors, Maître Migan, le mercredi dernier, le président de la Cour constitutionnelle, pour ne pas dire la Cour constitutionnelle, a validé la révision de la Constitution effectuée par les députés de la 8e législature. D'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette décision de la Cour des 7 sages? Je vous remercie déjà pour cette préoccupation. Et comme vous le savez, nous n'avions pas encore pris la décision rendue. Pour lire dans ces détails, ici se confirme que c'est tous les articles amendés ou rajoutés qui sont conformes à la Constitution. Mais ce qu'il faut déjà noter, c'est déjà une grande victoire. Parce qu'il ne nous a pas été dit que la loi votée par les députés le 1er novembre dernier est rejetée ou n'est pas conforme à la Constitution. Voire certains articles seraient appelés à être repris ou à être enlevés. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudrait que nous lisions la décision dans son entièreté pour savoir exactement. Mais c'est déjà une grande victoire. Et cette victoire, elle est non seulement la victoire des députés qui l'ont voté, mais également la victoire de ceux qui étaient au dialogue politique lors des assises qui ont eu lieu le 10, 11, 12 dernier. Et enfin, la victoire du peuple béninois. Comme je le dis souvent, la révision que nous venons de voir, les amendements qui ont été opérés, c'est dans l'intérêt du Bénin. C'est dans l'intérêt du développement du Bénin. C'est dans l'intérêt du renforcement, je dirais, de notre démocratie. On en parlera tout à l'heure, M. Kader, parce que je crois comprendre que, et je le dis avec force, la révision a pris en compte les données économiques sur le plan sécuritaire, sur le plan sociologique, sur le plan culturel, et je vais même plus loin, sur le plan social. La Cour constitutionnelle a validé tout. Elle n'avait pas d'autres options? C'est ce que je viens de dire. Nous n'avions pas encore pris la décision pour connaître ce qui a été dit pour lire la décision dans son entièreté, puisque tant que vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas savoir s'il y a eu des parties qui ont été rejetées, parties qu'il faudrait que les députés revoient, qui ne seraient pas conformes à la Constitution. Parce que d'aucuns disaient, je prends cet exemple précis, que l'article 26 de la Constitution, en ce qui concerne la discrimination positive, le problème s'est posé de savoir, mais comment peut-on, alors que l'homme et la femme sont égaux en droit, comment peut-on encore prévoir une possibilité, une loi pour, en quelque sorte, créer des meilleures conditions à la femme? Alors, on se demandait, est-ce que la Cour va valider cet article, cette disposition? Voilà un exemple précis. Or, c'est fort de ça que je dis, attendons de voir. Alors, attendons de voir, la loi a été votée, la Cour constitutionnelle a validé cette loi. La prochaine étape, c'est celle de la promulgation. Et lorsque vous avez eu à entendre le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a eu à dire qu'il ne promulguerait pas une révision constitutionnelle qui causerait du tort au pays, avec les commentaires qui jaillissent de part et d'autre, est-ce que vous pensez que le chef de l'État va véritablement promulguer cette révision constitutionnelle? Vous savez, il faudrait aller jusqu'au bout de ce que le chef de l'État a dit. Il a rajouté un point qui est fondamental, savoir qu'il ne voterait pas, qu'il ne promulguerait pas une loi fondamentale qui permettrait à un chef d'État de s'éterniser aux responsabilités. C'est-à-dire si on touchait l'article 42 de la Constitution. Pourquoi? Parce que vous verrez dans la sous-région, quelle est la préoccupation des différents chefs d'État. Et même avant lui, c'est d'aller à révision de la Constitution pour s'éterniser aux responsabilités après avoir effectué les 2 mandats. Or, le chef de l'État, quand on le suit, déjà lors de sa campagne présidentielle, il a été très clair pour un mandat unique. Il a été très clair pour ne pas s'éterniser aux responsabilités. Et vous avez constaté que lorsque la révision, le projet avait été soumis en 2017, il n'a pas prospéré. Déjà, il était contre le mandat ad vitam. Il en est de même lorsque les députés en 2018 ont fait pareil. Vous ne verrez jamais
ce point, connaître de modification, j'entends par là l'article 42 pour permettre à un chef d'État en exercice. Et là, je crois que le chef de l'État, à travers ce qui vient de se faire, cela correspond à ce qu'il avait dit. C'est-à-dire mandat 2 ans, ou si vous préférez, un mandat renouvelable une fois. Une seule fois. Absolument. Et c'est là où je dis, mais si c'est conforme à son engagement, je ne vois pas de raison pour qu'il n'aille pas à promulgation du test actuel. Alors enfin, il y est arrivé et s'exclamaient beaucoup de personnes. Vous avez suivi les commentaires un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes disent finalement le chef de l'État a eu sa victoire. Certains disent qu'il n'y a pas aussi de consensus autour Vous de savez, cette démarche. je vais vous dire, et je me réjouis de cette question que vous venez de poser. Ça, je vous le dis honnêtement. On est parti d'où? Il faut toujours, comme je le dis, lorsqu'un test est voté, chercher à savoir l'esprit qui a conduit au vote de ce test. Savoir. Nous avions eu un dialogue qui a été, c'est vrai, demandé politique, demandé par le chef de l'État les 10, 11, 12. Il y avait des responsables, des délégués de partis politiques. Pour être beaucoup plus précis, sur les 9 partis constitués, légalement, il y avait 8. Je faisais partie des délégués de mon bloc républicain, de mon parti. J'y étais. Et je vous avoue, madame, monsieur, les journalistes, je vous avoue, lorsqu'on était dans la salle, l'objectif, ce n'était pas d'aller à révision de la Constitution. Loin de là. Loin de là. D'une part. Et d'autre part, le chef de l'État ne nous a pas donné de consignes pour que nous allions, pour que nous fassions ceci, nous fassions cela. Encore moins. Il a été décidé de manière consensuelle un ordre du jour. Un qui porte sur le toilettage des tests relatifs au système partisan, au code électoral. Deuxièmement, le renforcement du système politique. Troisièmement, l'équité. Équité en ce qui concerne la gente féminine. Équité en ce qui concerne le découpage territorial. Quatrièmement, le statut de l'opposition. Et enfin, le point le plus important, et nous en parlerons pourquoi, les mesures d'apaisement. Et je vous dis, si vous étiez dans la salle, vous auriez compris comment nous sommes arrivés au point consensus concernant ce qui a amené, entre autres, à la révision de la Constitution, les mesures préventives. C'est vrai, nous avions eu aussi le renforcement du système partisan. C'est vrai, en ce qui concerne également l'équité. Pour le faire, il faut impérativement passer par la révision de la Constitution. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la salle, je répète encore et je le redis encore, ceux qui ont commencé par demander, dans le cadre des mesures d'apaisement, que l'on aille au regroupement des élections, c'est-à-dire aux élections générales, l'idée n'est pas venue de la mouvance, loin de là. Or, vous le savez, que pour que nous allions aux élections générales, c'est-à-dire regrouper en une année les élections pour que nous n'allions pas ce que nous faisons en 2019, on a fait des dépenses énormes. 2020, on va encore voter, c'est des dépenses. 2021, pour éviter, pour faire des économies. Alors que vous savez que nous n'avions pas un arbre quelque part qui produit de l'argent. Nous n'avions pas non plus du pétrole. Tout le temps dépenser 15-20 milliards par an pour les élections, pourquoi ne pas les regrouper? Et donc, les délégués ont demandé, et surtout des délégués d'un bord bien précis, qu'on en regroupe. Et que, pour certains, qu'on fasse ces élections générales en 2020. Monsieur Kader, pour le faire, ces élections en 2020, mais cela suppose quoi? Qu'on touche à la révision de la Constitution et qu'on touche à la Constitution. Pourquoi? Parce que le mandat, je dis bien le mandat des députés, c'est un mandat qui a un délai préfixe, un délai qui ne peut pas être prorogé, un délai qui ne peut pas être modifié. C'est-à-dire mettre fin à leur mandat alors qu'ils doivent terminer en 2023. Mais pour que l'on fasse cela, il faut que nous touchions à la Constitution. Il faut que nous allions à la révision de la Constitution qui a prévu les articles pour sa révision. D'aucuns ont demandé que les élections générales se fassent en 2021. En 2021, cela suppose
Alors que dans le premier cas, ça veut dire qu'il faut ramener le mandat du chef de l'État, le modifier. C'est un délai préfixe qui ne peut pas être modifié en 2020 si on devrait le faire comme l'ont demandé certains. En 2021, comme certains partis l'ont demandé également, il faut aussi passer par la révision de la Constitution. Mais justement, parlant de l'organisation des élections générales, vous avez évoqué le fait tout à l'heure que cela provient d'un camp, non pas de la mouvance présidentielle, mais d'aucuns estiment également que lorsqu'il a été évoqué la question d'organiser des élections générales, c'était pour entre 2020 ou 2021, mais non pas 2026, c'était dans le souci de voir écourter le mandat de la 8e législature. Je vous réponds pour reprendre encore, peut-être que je n'ai pas été clair. Oui. Il y a eu un consensus. Quand même la proposition viendrait d'un camp précis pour qu'on aille aux élections générales, c'est-à-dire le regroupement de toutes les élections au cours d'une année. Est-ce que le consensus sur ce point a été obtenu? Je vous dis oui. Tous les 8 partis présents ont accepté les élections générales. On est d'accord. Maintenant, pour la faisabilité, je dis bien certains ont opté pour 2020, en même temps que les élections communales de l'année prochaine. D'autres ont opté pour 2021, lors des élections présidentielles. Vous avez un autre groupe qui a opté pour 2026. Je dirais même un quatrième qui est resté à c'est-à-dire aux élections générales, sans préciser de date. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Nous avions obtenu, nous avions vérifié, nous avions cherché à comprendre à travers les aspects qui ont été commis pour aller à comment faire le mécanisme, comment opérer, comment, en quelque sorte, aller aux élections générales. Ils ont estimé qu'en 2020, ce n'est pas possible. Parce que nous avions un protocole de la CEDEAO qui nous demande, avant qu'on aille aux élections, 6 mois avant, il faut que les tests soient déjà pris. On est d'accord. Deuxièmement, en 2021, si nous devons le faire, ça veut dire qu'il faut écouter le mandat des députés. Nous sommes d'accord. Mais écouter le mandat des députés, pas quel arsenal juridique. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Cela suppose la révision de la Constitution. Parce que quand les députés, pour écouter le mandat, on a 3 possibilités, ou 2. Soit on passe par la révision, soit ils démissionnent. Et quand même, ils auraient démissionné, c'est la deuxième possibilité, il y a les suppléants. Qui nous dit que les suppléants accepteraient d'écouter leur mandat? Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver une solution simple, qui arrange tout le monde. 1. On a opté pour qu'en 2020, lors des élections municipales et communales, qu'on aille jusqu'à 2026. Au lieu de 5 ans, les conseillers feront 6 ans au titre de leur mandat. En 2021, le chef de l'État, qui est pour l'élection pour élire le chef de l'État, se fera normalement. En 2023, les députés auraient fini leur mandat. Une fois le mandat fini, il y aura une transition de 3 ans, jusqu'en 2026. Donc, en 2023, ça arrange tout le monde. Et nous aurons des élections générales en 2026, sans problème aucun. Je crois que cette solution de sagesse a été obtenue. Et je remercie les députés qui ont voté ce texte. Pourquoi? Parce que, en le votant, c'est vrai, leur mandat passe désormais, la durée cela s'entend, de 4 ans à 5 ans. Mais ils ont dit, comme le président de la République, qui ne pourrait pas faire plus de 2 ans, eux non plus ne pourront pas être députés plus de 3 ans, 3 mandats à partir de 2026. Je crois que tout ça, ça va dans quel sens? Alors, ça renforce la démocratie. Donc la révision finalement s'imposait à nous, la révision de la Constitution. Elle s'imposait à nous depuis longtemps. Mais pourquoi on ne la faisait pas? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que certains disaient, si on va à la révision de la Constitution, ce serait pour s'éterniser aux responsabilités. Et nous l'avions vu en 2000, du temps du général Mathieu Kérékou. Le problème s'était posé, 2005. Le problème s'était posé, où on disait, c'était pour qu'il proroge de 2 ans. Et nous l'avions vu du temps du président Boniaï, où on parlait de révision de la Constitution pour aller à une nouvelle république, pour ceci, pour cela. Et le peuple qui n'aime pas du tout entendre parler de président qui s'éterniserait si est toujours opposé.
Et c'est en cela que je dis, j'ai constaté les Béninois. Vous avez dû observer comme moi, il n'y a pas eu du tout dans les rues les manifestations que l'on rencontre lorsqu'on parle de révision de la Constitution, encore moins devant l'Assemblée nationale, où on va avec des pancartes pour dire « ne touche pas à ma Constitution ». On a touché à la Constitution dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt de l'économie, puisque, entre autres, on a fait entrer la Cour des comptes pour qu'elle soit désormais une institution. Dans quel intérêt? Pour lutter contre la corruption. Et puis, d'autres points. La chefferie, par exemple. C'est pour ça que je disais aussi développement et révision dans l'intérêt, enfin sur le plan culturel. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. On sait désormais qui est roi, qui ne sera pas roi et comment faire pour qu'ils puissent, nos têtes couronnées, vivre valorisées. Absolument. Donc, vous avez, c'est là où je dis, c'est une révision opportune et non opportuniste et qui arrange tout le monde. Alors, quand j'entends certains dire, bon, je les comprends, pourquoi on a fait ça en procédure d'urgence? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le protocole de la CEDEAO qui voudrait que, avant les élections, il faudrait 6 mois avant que les tests qui doivent être touchés soient touchés. Aujourd'hui, on ne peut pas en l'état toiletter la chasse sur les partis politiques, encore moins le code électoral, sans avoir pu passer par la révision de la Constitution. Donc, c'est la course contre la montre, parce que les élections de 2020 auront lieu l'année prochaine. Or, si nous ne faisons pas vite, ces élections seront repoussées. Et vous savez, de report en report, ce que ça constitue. Donc, il faudrait faire en sorte pour que nous respections ce que nous avions nous-mêmes signé sur le plan régional. C'est le cas aussi du vice-président. Parce que les gens se sont demandé... Pose ta polémique. Pourquoi? Alors qu'en réalité, cela s'entend et cela se comprend. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander des élections générales sans trouver le mécanisme qui pourrait permettre de pérenniser les dates qui seraient fixées, qui seraient déterminées. Je prends un exemple très simple. Puisque ça démarre en 2021, on élit le prochain président en 2021. Par extraordinaire. Je dis bien par extraordinaire. Entre 2021 et 2026, il se passe quelque chose. Vacances de pouvoir. Pour des raisons de santé. Pour question de démission. Ou même pour empêchement. Mais le mécanisme qui a été institué pour que les élections aient lieu ne tiendrait plus. Parce que s'il s'en va, par exemple, en 2022, élire un président en 2022, ça veut dire que c'est en 2027 que les élections auront lieu, et non en 2026, les prochaines. Puisque tout est présidentiel, cela s'entend. Alors c'est fort de ça que l'institution d'un poste de vice-président élu en même temps que le président de la République s'impose. Pour que ce vice-président, qui a un poste honorifique, je dis bien honorifique, puisqu'il ne participe pas du tout aux actions du gouvernement, en dehors de la responsabilité honorifique qui lui a été conférée, savoir la grande chancellerie qu'on lui a confiée, le grand chancelier si vous préférez, il n'intervient pas dans l'action du gouvernement. Non, il intervient quand il y a vacances. Donc il finit le mandat. Et si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, lui-même, pour des raisons, il s'efface. En cours de mandat du duo, mais le président le nomme, désigne quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas d'élection. Non, il n'y aura pas d'élection, il y aura désignation. Par extraordinaire, le président s'en va, le vice-président s'en va. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est l'Assemblée nationale, à travers son président président, qui prend le relais. Donc tout a été bien pensé par les experts qui ont mis en application ce que je dirais, ce que les délégués au dialogue social, au dialogue politique ont conçu. Nous avions conçu et ils ont réalisé. Ils nous ont donné les mécanismes. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, au nombre des nouvelles dispositions introduites dans la Constitution, il y a également cette disposition qui donne quitus au chef de l'État de pouvoir effectuer des ratifications et que ce soit 90 jours après qu'il puisse rendre compte au Parlement. Quel est l'intérêt d'une telle disposition? Je crois que l'intérêt est très important. Et il vous souviendra, dans un passé récent, nous avions déjà perdu des prêts que nous devions obtenir pour financer les réalisations.
tout simplement à cause de la lenteur de notre administration. Je dirais même à cause de la lenteur de nos députés. Ils ne sont pas en session ordinaire ou pour des raisons, ils n'ont pas pu se réunir pour rapidement ratifier. Qui perd? C'est le Bénin qui perd. Alors que celui qui négocie en amont, c'est le gouvernement, avec la complicité de la Caisse autonome d'amortissement. Et je dis bien le gouvernement qui fait le travail des négociations, d'obtention du prêt en question. Et ça va de soi. Pour que nous ne perdions pas les avantages de ce prêt, celui qui l'a fait en amont le fasse et rende compte aux représentants de la nation. Surtout que les représentants de la nation ont la possibilité, alors que les négociations se réalisent, de se rapprocher de la CA, la Caisse autonome d'amortissement. Et c'est reconnu. Et c'est ici, dans nos pays, que j'observe souvent cette procédure qui consiste à passer d'abord à l'Assemblée nationale pour ensuite autoriser le gouvernement à agir, alors que c'est le gouvernement qui a déjà tout fait. Et c'est là où je dis, c'est une grande innovation dans l'intérêt du développement du pays sur le plan économique et sur le plan financier. Nous gagnons. Et ça, regardez, le pays aujourd'hui en chantier. Nous avions besoin de crédits et nous les obtenons. Et dans le même temps, par notre lenteur, par notre passivité, nous les perdons. Mais Jacques Menguin, mais sur ce plan précis, est-ce que ça ne dépend pas également de la bonne foi du président? Parce que lorsque le président, c'est une constitution que le président Talon partirait et qu'il y aurait peut-être un président dans 10 ans, dans 20 ans, et que le président qui serait là ne serait pas forcément de bonne foi, ça pourrait se retourner contre notre pays. Bonne foi, comment ça? Puisque ce qui va se faire avec cet argent, c'est pour qui? C'est pas pour le président. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pour le développement. Je crois qu'il faut plutôt remercier ceux qui ont pensé cette procédure qui consiste à demander au gouvernement de ratifier et de rendre compte 3 mois après. C'est-à-dire ça va dans ce que j'appelle le sens de l'accélération, de la volonté, parce qu'aucun chef d'État, en principe, n'est pas élu pour lui. Il est élu pour accomplir dans l'intérêt des Béninois un développement. Et c'est ce que nous recherchons et nous refusons. Et c'est aussi pour ça que je dis que la révision qui vient de s'opérer, c'est une révision, certes, qui renforce la démocratie. Je dis bien qu'il renforce la démocratie, mais qui va au-delà. Je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, nous gagnons. Sur le plan financier, nous gagnons. C'est l'exemple. Indépendant de la Cour des comptes, ou qui désormais va lutter contre la corruption, puisque personne ne viendrait aujourd'hui pour faire ce qui se passait, ne pas rendre compte. Donc, je crois qu'il faut beaucoup apprécier ce qui a été fait par les 83 députés qui ont unanimement voté et qui, tout en votant cette loi fondamentale, ont accepté de limiter leur mandat à 3 mandats. Alors, le Bénin a toujours été perçu comme un laboratoire de la démocratie. Au cours de cette révision constitutionnelle, a été instituée une disposition inédite, celle de 2 mandats constitutionnels, 2 mandats présidentiels à vie pour le président de la République. Est-ce qu'on peut dire que cette disposition peut faire tache d'huile dans la sous-région ouest-africaine? Monsieur, est-ce que cela peut faire école? Infiniment. Ça a déjà commencé par faire école. Ça a déjà commencé. Avant même que la loi ne soit validée, comme nous l'avions entendu, le Niger, où le président sortant se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme le Bénin? Lui, il dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Il a dit. Et ce faisant, il dit, mais il faudrait mettre ça dans la Constitution. De sa vie, un président ne fera point de mandat successivement. Je dis bien successivement. Je crois qu'on a déjà l'exemple du Niger. Et il faudrait que les autres pays le fassent, le suivent. On n'arrive pas à comprendre que ce que vous n'avez pas fait en 2 ans, en 2 mandats, vous puissiez le faire en 3 mandats, en 4 mandats, en 5 mandats. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez nous. Et quand je vois les présidents s'éterniser, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au contraire, qu'est-ce que ça crée? Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en Guinée. En Guinée, qu'est-ce qui se passe en Guinée que nous connaissons? Ils s'entretuent. Parce qu'on parle de révision pour permettre au président qui serait en train de finir son mandat de faire un éventuel 3e. Il en est de même en Côte d'Ivoire. Il faut dire clairement, comme le président Patrice Talon l'a dit, de sa vie, ainsi de suite. Aucun président ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Dans sa vie, ou de sa vie.
les deux peuvent se dire. Merci. Maître Jacques Mégan, le regard du politique par rapport à la révision de la Constitution diffère du regard du juriste ou c'est le même regard? Vous savez, ce qui se passe nous concerne tous. Puisque quand on parle du renforcement de la démocratie, ça me touche. Quand on parle de développement ou du moins de faire des économies, ça nous touche. Quand on parle du volet culturel, ça nous touche tous. Nous sortons de quelque part. Donc c'est pour vous dire que le juriste a beaucoup apprécié. L'acteur politique a beaucoup aimé. Dans l'un ou dans l'autre, je me retrouve. Dans l'un ou dans l'autre, vous vous retrouvez. Alors, est-ce que vous avez aussi aimé et apprécié, puisque dans la même journée ou au cours de la même session, les députés qui ont voté la loi modifiant la Constitution du 11 décembre 1990 ont également voté une loi portant amnistie des individus impliqués dans les événements liés aux actes de vandalisme lors des élections législatives d'avril 2019. Est-ce que vous appréciez également le vote de cette loi? Monsieur Cadet, puisque nous l'avions demandé, ça faisait partie des recommandations du dialogue de 10, 11, 12 dernier. Nous avions, dans les mesures d'apaisement, de pouvoir trouver les conditions pour que ceux qui ont été mêlés sur le plan criminel, sur le plan délictuel, du délit, sur le plan conventionnel, c'est tous ceux qui ont sont condamnés pour ces faits-là, qu'on trouve un moyen pour qu'ils soient amnistiés. Je crois que ce que les députés ont fait en allant dans le sens que nous avions demandé, c'est une très bonne chose. Ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? C'est nous qui avions demandé. Ce n'est pas du tout le chef de l'État. Puisque je vous dis, dans la salle, nous ne savions même pas si on allait à révision de la Constitution. Mais on ne peut pas aller à révision si nous devons aller aux élections générales, aller au toilettage, puisque le toilettage n'est pas encore fait. C'est maintenant, lorsque le test sera promulgué, qu'on ira au toilettage de deux tests importants, savoir le code électoral et puis la chasse sur les partis politiques. Mais pour vous répondre de manière précise, l'amnistie s'impose, puisque nous sommes une famille et on a fait les choses dans quel sens? Le dialogue a débouché sur la paix. Et la paix se passe par là. Pour ceux qui sont condamnés, ceux qui sont poursuivis, l'amnistie s'impose. L'amnistie s'impose et pour finir, puisque vous êtes juriste, il y a des juristes proches de l'opposition qui estiment ou qui affirment que cette loi d'amnistie aurait un caractère hétérodoxe, que ce n'est pas normal qu'on puisse amnistier des gens, peut-être qui n'ont pas encore eu à prouver leur culpabilité ou pas. Vous savez, nous sommes en face d'une opposition et quel est son rôle? C'est l'opposition systématique. Quel que soit ce que vous ferez, ils trouveront toujours à dire. Bref, qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? C'est la paix. Et cette paix, les députés viennent de nous l'offrir à travers cette loi d'amnistie. Personnellement, je m'en réjouis. Et je vous ai dit, on ne peut pas aller à dialogue, ce que nous venons de faire, sans passer par là. Donc, ce dialogue que nous avions eu les 10, 11, 12 derniers, ont débouché sur tout ce qui est en train de se réaliser pour montrer la bonne foi et la considération, la bonne foi de nos députés qui ont pris en considération ce que nous avions fait et en même temps le respect de ces recommandations. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? En dehors de certains textes qu'on a intégrés comme la peine de mort, qui désormais ne fait plus intégrer dans notre constitution, n'existe plus, nul ne peut être condamné à la peine de mort. Donc tout ça, c'est des avancées, ce qui existait. Donc ça ne perturbe rien, au contraire, ça renforce, comme je le dis encore, la notoriété du Bénin sur le plan international. Et je dis et je répète encore, c'est une révision qui arrive à point nommé et qui tranche complètement avec les différents projets qui étaient envoyés pour des révisions opportunistes. Ce que je demanderai aux uns aux autres et à nous tous aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour permettre à nos concitoyens de pouvoir comprendre ce qui vient de se faire, pour qu'on ne les intorse point comme on sait le faire. Comme on vient de le dire, pourquoi amnistier? Est-ce que ça ne va... Non, il faut qu'on comprenne une chose. Nous avions besoin de la paix, nous avions besoin de notre unité. Le Bénin est un laboratoire, et je viens de vous le dire, alors qu'on n'a même pas encore promulgué, déjà certains pays veulent aussi faire pareil. Ce qui démontre le génie béninois lorsqu'il faut régler un problème. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'extérieur pour trouver ce que nous avions fait? Non. Est-ce qu'on a besoin de certaines institutions régionales et sous-régionales? Non. Ensemble, nous nous sommes vus en 3 jours et voilà les résultats. On n'a pas jeté ça quelque part. C'est la suite normale de ce qui a été fait. Donc c'est pour ça que je dis, le Bénin est une famille.
Et quand nous avons un problème, mettons-nous ensemble et trouvons les solutions pour régler nos problèmes. Merci à vous, Maître Jacques Menguin. Deux questions de vous laisser partir. On a vu un peu les députés travailler à l'Assemblée nationale depuis quelques mois. Quel regard vous portez sur nos députés actuellement? Vous savez, comme je le dis, il faut vraiment les féliciter. C'est des députés qui sont, pour moi aujourd'hui, ils sont rentrés dans l'histoire. Ils auraient pu refuser. Déjà, ils ont accepté que leur mandat ne soit plus des mandats à vie. Alors que depuis 1991, vous avez des députés qui sont députés et qui sont encore députés jusqu'à ce jour. Faites le calcul, nous sommes 8e législature. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il y a d'autres, les jeunes qui sont là. Peut-être que demain, peut-être que vous, ou lui, vous aurez souhaité aussi être député. Mais si cela ne quitte pas, comment vous le pourriez? Mais je vous rassure tout de suite, déjà mon parti, dans ses statuts, avait déjà prévu la limitation de députés. Donc, vous ne pouvez pas faire au-delà de 2 ou 3 députés. Députation. Donc, c'est pour vous dire que, personnellement, je les félicite et je suis fier de savoir que nous avons encore au Bénin des compétents qui peuvent valablement surprendre agréablement. Et c'est ce qu'ils viennent de faire nos députés. Et il faudrait que nous sachions qu'ils sont le véritable représentant de notre peuple. Et puis, dernière question, l'opposition béninoise, finalement. Oui, l'opposition béninoise, elle était au dialogue à travers Foscori pour un Bénin émergent, à travers la flamme renouvelée, à travers Foscori pour le développement du Bénin. Maintenant, si pour des raisons incertaines n'ont pas encore créé ce qu'il faut pour être parti légalement constitué, il y a encore de la place pour tout le monde. Et c'est en cela que je dis, avec ce qui vient de se passer, ceux qui se disent dans l'opposition, je préfère parler de personnalité puisque ce ne sont pas des partis légalement constitués. Restaurer l'espoir, ce n'est pas un parti légal, encore moins USL. Quant au parti communiste, vous en savez. Est-ce qu'ils ont leur place? Oui, tout le monde a sa place. Il suffit tout simplement de remplir les conditions. Mais je crois qu'avec, peut-être qu'ils attendent que le toilettage se fasse pour pouvoir remplir les conditions afin de participer aux élections de 2020, en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales. Et demain, pourquoi pas, en 2023. Et donc, il faudrait que l'on sache que nous devons tous être constructifs. Il ne faut plus aujourd'hui rester à l'écart et attendre pour voir. Il faut plutôt dire qu'est-ce que je vais apporter à mon pays, quelle va être ma contribution. Et j'aurais souhaité que l'opposition fasse pareil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'entends parler de résistance. Mais résistance à quelle fin? Dans le cas du développement ou à des fins personnelles? Or, tous ceux-là qui sont de l'opposition, si on avait encore le temps, je vous l'aurais démontré. Ils ne défendent pas les intérêts généraux du pays. Ils défendent les intérêts familiaux, des intérêts personnels. Vous prenez le président Soglo aujourd'hui. Sa préoccupation, ce n'est pas le Bénin, c'est la défense des intérêts de son fils qui a fui. Quand vous prenez le cas de l'ISL aujourd'hui, on ne leur demande pas grand-chose. On dit, mais il y a un article qui dit que nul ne peut être membre d'un parti lorsqu'il a été condamné à une peine infamante. Mais qu'est-ce qu'on a dit de grave? Vous avez été condamné. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de faire comme Foscori en écartant et puis de venir à la table de partis constitués? Donc c'est pour vous dire que c'est une résistance des gens, je dirais, non seulement qui défendent leurs intérêts personnels et non les intérêts des Béninois, mais je vais au-delà, des gens qui ne veulent pas respecter la loi, qui veulent que ce soit et qui écrivent leur loi. Alors que nous sommes dans un état de droit, je viens de vous dire que c'est le renforcement de l'état de droit, c'est le renforcement de la démocratie, ce que nous venons de vivre. Donc, je les comprends. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Nous pensons Bénin. Eux, ils pensent eux-mêmes. Vous voyez la différence? Donc, on ne peut rien. Il y a toujours dans une famille, il y a toujours on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Donc, c'est en cela que je dis, ils reviendront. La table est là, leur place se trouve là. Merci à vous, Maître Jacques Menguin. Je ne vous laisserai pas partir sans vous faire dire un mot à la famille d'Albert Tévoétré. Albert Tévoétré, un grand homme qui nous a malheureusement quittés. Non, vous savez, je le dis avec beaucoup d'émotion. J'ai eu à connaître le professeur en 1982 au Bureau international du travail où j'avais fait mon stage, où je l'ai connu pour la première fois, côtoyé, je dirais, pour la première fois,
alors qu'il était candidat pour succéder à M. Blanchard. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est une grande valeur. Et en même temps, un homme très généreux, très solidaire. Je le dis parce que, alors que j'étais en stage, je sais ce qu'il m'avait apporté pour m'accompagner dans le bon déroulement de ma formation. Et quand je le dis, le faire aussi pour les Béninois qui vont ou qui vont à sa rencontre ou qui rencontrent. Je vous dis, un homme véritablement croyant, spirituel, humain, en même temps politique. Bon, on peut être d'accord, on ne peut être pas d'accord sur sa conception politique des choses. Mais quand on prend l'homme dans sa valeur intrinsèque, je crois que c'est un grand homme. Et quand j'ai lu depuis un certain temps, depuis hier, je pourrais être beaucoup plus précis, ce que l'ORTB a dit sur l'homme, à travers son parcours, je lui tire un chapeau, une grande valeur. Une grande valeur. Et nous venons de perdre un grand homme. Et je dis à sa veuve et à sa famille toutes mes condoléances et j'en profite pour dire aux Béninois également que nous venons de perdre un grand homme. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Ainsi se refait cette belle émission que nous avons eu le plaisir d'animer. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. On retiendra donc de cet entretien que la révision de la Constitution s'imposait à nous depuis plusieurs années. Le juriste a beaucoup apprécié, le politique a beaucoup aimé. Maître Jacques Migan, juriste bonté, intellectuel de haut niveau, politicien avisé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à parcourir l'actualité nationale avec vous. Et puis, Albert Tevoedre, professeur Albert Tevoedre, grand homme béninois, a tiré sa révérence. Vous avez également présenté toutes vos condoléances à la famille Tevoedre, à son épouse, la veuve, et à toute la nation béninoise. Toutes les condoléances de Zawi TV, donc, au président de la République, et à toute la famille Tevoedre, et à toute la nation. Portez-vous bien, au revoir et à dimanche prochain.